savez, quand on vit ici, il y a quelque chose de magique. C'est qu'il n'y a pas de différence. La France est magnifique. Elle a des choses que je ne trouve pas ici. On va être honnête. Mais il y avait un manque. Oui, quand je suis revenue, c'était je reviens chez moi. Oui. Je reviens chez moi. Oui. À la base, dans ma tête, Mikado est né comme un espace familial. C'était même pas kids friendly, c'était family friendly. Je suis une maman aujourd'hui. Je vais aller faire du sport. Je laisse où mon enfant? Ah non, mais j'ai pas envie de le laisser avec la nounou à la maison devant la télé. Je fais voir mon mari et puis je lui dis, écoute, je veux faire un centre aéré éducatif. Il me regarde, il fait, écoute, qu'est-ce que tu veux pas construire un immeuble pépère? Et puis je lui dis, non, non, il n'y a pas d'humain dans ça. On a porté ce projet, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Mes premières caisses, j'ai souri. Tu parlais de fierté, elle était là, ma fierté. Bon, c'est pas l'argent, hein. Bienvenue dans le podcast Histoire d'audace. Merci à nos sponsors, EPC Minex, Business France et RICE, le réseau international des Sénégalais cadres et entrepreneurs de l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dalia, une Sénégalo-Libanaise à multiples casquettes, qui va nous partager son expérience du retour, son impact au Sénégal et tout ce qu'elle apporte aux familles et aux enfants. Bonjour Dalia. Bonjour Mathilde. Comment tu vas? Ça va. Contente de te recevoir ici sur le podcast Histoire d'audace. Merci de m'avoir invitée. C'est un honneur d'être là. C'est un grand plaisir. Dalia, derrière toutes tes étiquettes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, comment tu te définirais en tant que personne? Alors, avant tout, je suis une femme. Une femme qui place l'humain. J'ai envie de dire, je suis un humain, mais voilà. Qui place l'humain au centre de tout. Une maman. Je sais que de nos jours, beaucoup de femmes n'aiment pas se définir comme ça, mais je suis avant tout une maman. Une personne qui donc place l'humain, qui suis constamment en quête de sens. Je pense que c'est ce qui me définit. Une femme qui aime créer, qui aime transmettre, qui aime porter les autres. Voilà, c'est comme ça que je me définirais. C'est une belle définition. C'est vraiment une définition humaine. C'est-à-dire que toute ta définition est vraiment centrée sur... tu sens que c'est important pour toi. L'humain est au centre. L'humain, oui. Le fait d'être une maman. Oui. L'humain est au centre de mon chemin et dans tout ce que j'entreprends, c'est l'humain avant tout. D'accord. Voilà. Et tu es une Sénégalaise avec plusieurs cultures. Oui. Tu es sénégalaise, libanaise, française. Oui. Avec toutes ces cultures, tu es riche de tout ça. Comment toi, est-ce que tu jongles? Comment est-ce que tu vis avec toutes ces richesses-là? Alors longtemps, quand j'étais au Sénégal, je me disais, est-ce que je suis vraiment sénégalaise? Quand j'allais au Liban, j'étais pas du tout libanaise. Quand j'allais en France, alors encore moins française. Cette entre-identité a pu, oui, me perturber longtemps. Et à un moment, j'ai compris qu'en fait, non, c'était pas une faiblesse, c'était une force. Que chacune de ces cultures m'apportait quelque chose. Et quand j'ai compris ça, j'ai décidé d'en faire, de tout mixer, j'ai envie de dire, et d'en faire quelque chose. Voilà. Parce que tu es née ici. Je suis née ici. Tu es née au Sénégal. Je suis libanaise d'origine. Oui. Comme tout le monde le sait, le Sénégal nous a adoptés. Merci à ce pays à qui, honnêtement, je dois tout, j'ai envie de dire. Mes grands-parents sont nés sous colonisation française, comme beaucoup de Sénégalais, donc j'ai bénéficié de la nationalité. La France m'a donné l'éducation scolaire, l'histoire, De Gaulle et tout ce qui va avec. Le Sénégal m'a donné la Dior et toute l'histoire aussi. Bien sûr. De ce que je suis. Le Liban m'a donné autre chose, puisque j'ai appris tardivement l'histoire. D'accord. Du Liban. Vous savez, quand on vit ici, il y a quelque chose de magique. C'est qu'il n'y a pas de différence. C'est vraiment quelque chose
on va pas dévier sur ce sujet-là, mais Ouais. pour moi, musulmans, chrétiens, juifs, enfin tout ça, je le comprenais Ouais. pas. On était tous pareils. Le Liban est ancré dans ça. C'est une autre histoire. Voilà. Ouais. Donc, mais on en a fait une force. C'est top parce qu'effectivement, c'est une force. Tu es riche de tout ça. Et donc, tu es né au Sénégal, tu as vécu au Sénégal, tu as fait tes études en France. Tu es parti étudier quelques années. Tu as fait de la finance. Oui. D'accord. Et J'ai fait du droit. tu as fait du droit. Et après, j'ai fait des études d'expert comptable pour terminer auditrice. Auditrice. Voilà. Et dans tout ça, donc tu es resté quelques années en France. Ouais. Attends, oui. Longtemps. Oui. Et tu étais bien là-bas. Oui, j'avais tout finalement pour Ouais. y rester, construire, mais l'appel du pays était trop fort. L'appel du pays. C'est quelque chose qui est venu en toi. Comment ça s'est concrétisé au fur et à mesure des années? Le manque. Je venais en vacances, voir mes parents, mais c'était pas pareil. Ouais. Il y avait quelque chose quand je retournais. La France est magnifique. Elle a des choses que je ne trouve pas ici. Bien sûr. On va être honnête. Mais il y avait un manque. Je pense qu'un enfant qui a grandi ici a besoin d'espace, va étouffer en vase clos. Il y a beaucoup plus de solitude, j'ai envie de dire, en Europe. Je n'y faisais pas. Ouais. Oui, l'appel était trop fort. Et tu avais envie de revenir parce que tu te dis, je veux revenir chez moi, ou je veux revenir et faire quelque chose, ou je veux continuer ma carrière professionnelle d'auditrice. Alors au début, je suis Sénégal. revenue. Je voulais continuer ma carrière d'auditrice au Sénégal. D'ailleurs, j'étais au CEDAC, donc l'école moi, où j'ai passé mon DESS d'audit de contrôleur de gestion. J'ai travaillé dans des cabinets de la place, notamment même la Banque centrale. Et donc oui, quand je suis revenue, c'était je reviens chez moi. Oui. Je reviens chez moi. Oui. Voilà, je suis revenue Je chez suis moi. revenue chez moi, je vais faire ma carrière ici. Voilà, exactement. Et tu viens. Donc Et tu reviens ici, sans regret. Ah non, Ouais. je me projetais pas ailleurs. J'arrivais pas. Et du coup, comment tu fais? Tu reviens, tu cherches du travail, ou tu te Oui. dis, je reviens, j'attends un peu? Non, je travaille. Je commence par des stages, donc, Ouais. parce que c'est en parallèle du DESS, on est un peu obligé, donc voilà. Et je me rends compte en fait que oui, c'est bien les bilans financiers, les états, la compta. Il manquait quelque chose d'important, il manquait l'humain. Ouais. Parce que c'est ça, en fait. C'est là où je voulais en venir. Parce que tu nous fais donc du droit, tu nous fais expert comptable, tu es vraiment dans... Je suis pas expert comptable, mais Oui, je mais suis en tout dans cas, le dans voilà. le cabinet, Oui, oui. tu nous fais quelque chose de vraiment très concret, très chiffré, très pragmatique. Donc on pourrait se dire, elle est très pragmatique, très carrée. Et tout d'un coup, tu dévies dans quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Donc tu es coach aussi, thérapeute pour les enfants. J'accompagne des familles et des T'accompagnes des enfants. familles et des enfants. Tu as aussi créé, on en parlera un peu plus tard, un Mikado, qui est un centre de jeu très réputé à Dakar. Dis-moi comment le déclic s'est fait pour te dire à un moment donné, je quitte le salariat Oui. pour entamer l'entrepreneuriat sur un sujet complètement différent. Alors déjà, je deviens maman. Je pense que en tant que femme, faut le dire, il y a plein de choses qui se passent quand on devient maman. Tout ce qu'on a pu projeter finalement est un peu secoué. Je deviens maman d'abord d'une petite fille. On n'a pas forcément le mode d'emploi. Quand on a un premier enfant, j'ai posé avec elle énormément de rigueur finalement. C'est ma formation d'auditrice, la rigueur. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis j'ai un deuxième enfant et une troisième après. Mais le déclic, je l'ai eu quand j'ai eu mon deuxième. Où je me suis rendu compte que finalement, à Dakar, je ne trouvais pas ce que je voulais pour eux. Il y avait des choses, il y avait des structures, il y avait des choses, et je me disais, ok, alors quand il réagit comme ça, moi, je suis censée réagir comment pour en faire un adulte épanoui? J'avais pas les réponses. J'avais pas envie d'aller les chercher à droite à gauche sur le net. Eh ben, je me suis formée. D'abord pour trouver mes réponses à mes questions, pour accompagner mes enfants. C'est comme ça. C'est venu. Il y avait de l'humain. Voilà. J'ai commencé par mes enfants.
Puis après, il y a eu plein de demandes, les copines, les amis, la famille, et je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin. Au Sénégal, voilà. C'est comme ça qu'est née ma vocation à devenir thérapeute. Et ça m'a passionnée. Ouais. Ça m'a passionnée finalement de comprendre. Mais moi, quand j'étais petite, si on avait réagi comme ça, peut-être que moi, j'aurais fait ça différemment. Oui, peut-être que j'aurais jamais fait d'audit finalement. Ouais. Peut-être qu'on se serait rendu compte que si on m'avait profilé plus jeune, que j'étais faite pour autre chose. Voilà. Alors, juste pour revenir sur ce point-là, donc tu as eu tes enfants, Oui. donc tu les éduques. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi, hein. Tu les éduques par rapport à ce que tu as reçu, toi, en termes d'éducation, par rapport à la culture, par rapport à tes valeurs. Mais en fait, quand tu éduques tes enfants, tu sens qu'il y a un gap dans le terme, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, ou des choses que tu n'arrives pas, ou tu veux les élever autrement. En fait, tu as des enfants, tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, et ça, donc ma grande a 19 ans, donc on va dire il y a 20 ans, il y avait des nouvelles choses qui apparaissaient. À l'époque, je pense que toi et moi, on a dû être éduqués un peu de la même manière. Quand nos pères nous regardaient, on baissait les yeux. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Non. Aujourd'hui, nos filles ne baissent plus les yeux. Et je ne voulais pas, et je le voyais, elle avait du caractère, j'avais pas envie d'écraser ça. J'avais envie de lui donner toutes les armes pour qu'elle devienne une femme pleinement dans tout ce qu'elle voulait accomplir avec, on en parlait tout à l'heure, toutes ces cultures qui viennent. Nos enfants ont grandi avec les téléphones. Le téléphone peut être une arme de destruction massive. Si on leur donne pas les clés et les outils, ils vont aller chercher les réponses. Ils n'ont pas besoin de nous. Bien sûr. Donc, il était très important pour moi de poser avec mes enfants les outils, de leur donner les ressources, de leur dire « Ok, tu vas avoir une infinité de réponses avec ce téléphone ou cet écran qu'on va te donner très tôt. » Parce qu'on le leur donne très tôt. Apprends à demander, c'est bête, hein, d'où vient l'information, comment elle est traitée, qui la traite. Enfin, voilà. Plein de choses qui ont fait que le cheminement a fait qu'il était important pour moi de comprendre, de comprendre leur fonctionnement. De donner les meilleurs outils pour qu'ils puissent s'épanouir au mieux. Exactement. D'accord. Donc toi, tu te formes, tu appliques ça sur tes enfants. Je me forme d'abord pour moi, ça ne devait pas devenir un métier. Tu te formes pour toi, pour tes enfants. Tu te dis, tiens, je vais donner vraiment une boîte à outils complète pour leur permettre de bien cheminer dans la vie. Et là, on se dit, c'est pas mal ce qu'elle fait, Dalia, pour ses enfants. On vient de voir et on te dit, fais-le à moi aussi. En fait, ça a été vraiment de manière naturelle. Il y a énormément d'enfants de nos jours qui ont des besoins. Malheureusement, quand j'ai commencé et que j'ai vu la demande, j'étais très triste les premiers temps. Ça veut dire, mon mari me disait, mais je comprends pas. Je lui dis, écoute, je suis triste. Je suis triste qu'il y ait autant d'enfants qui aient besoin d'être accompagnés, qu'il y ait autant de familles qui aient besoin d'être accompagnés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive en fait? Et en fait, ce qui arrive, c'est que le monde était... Nos enfants ont muté. Aujourd'hui, vous allez entendre qu'il y a plein d'enfants. À l'époque, on n'entendait pas dyspraxie, dyslexie, dysgraphie, TDAH, HPI. Nos parents ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Bien sûr. Je suis sûre qu'on est passé à côté de plein de profils. Et en fait, le monde change, nos enfants ont changé avec, le monde va très très vite. Et oui, donc du coup, la demande a commencé à être importante. J'ai une histoire drôle, donc je rentre et j'ai une fille qui a l'âge de ma fille, donc en séance, et puis je rentre et je lui dis, alors, dorénavant, tu vas plus là-bas. Et puis elle me regarde, elle me dit, alors toi, t'es en train de te défouler sur moi, maman. Et je me suis dit, en fait, je fais tout le contraire de ce que j'ai appris finalement. Je peux pas interdire, on peut plus interdire aujourd'hui aux enfants. On doit les accompagner pour que l'estime d'eux-mêmes soit nourrie, en leur disant, ok, si tu te trompes, c'est pas grave, c'est une belle expérience. Alors, comment tu jongles, toi, Oui. entre le fait d'être comme ça, effectivement accompagner l'enfant, mais d'être dans un pays, en Afrique, où tu as des valeurs, où tu as une éducation spécifique, africaine, et on te dit des fois... Je pense beaucoup à ma mère. Parce qu'une fois, alors je vais raconter une histoire et mes enfants vont être très fâchés que je parle d'eux, mais finalement, tout est né d'eux. Oui. Donc, on était au supermarché et puis mon fils fait une grosse crise et c'est tout le rayon
qui était à sa hauteur, il s'énerve, il claque tout. Très grosse crise en larmes. Et puis ma mère me dit, mais tu vas le frapper, tu vas l'arrêter, il me fait honte. Et puis en fait, non. Donc il était par terre, j'ai mis ma tête sur le sol à Casino, par terre avec mon fils. Et je lui ai dit, en fait, je comprends là. Ok. C'est ok. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu trop de surmotivation, t'es fatigué. Tu peux pas m'entendre là, mais ok, c'est ok. Je l'ai juste pris dans mes bras. Et là... Il est redescendu. C'est redescendu. Et en fait, faut pas croire. Hein. Je pense que l'Afrique, c'est magnifique pour éduquer des enfants. Oui. Je pense que la chance que j'ai eue et que mes enfants ont eue, moi, d'être nés là et eux de grandir ici. On a beau dire la pression sociale, les valeurs. En tout cas, au Sénégal, il n'y a pas de jugement. Ça veut dire ce jour-là, les gens dans le supermarché sont venus... les personnes, laisse madame, on va t'aider. C'est cette collectivité, c'est cette force, on grandit pas seul. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui est beau et je remercie la vie d'avoir pu les faire grandir ici en tout cas. Donc en fait, effectivement, et tu penses qu'il y aurait une différence si tu les avais élevés en France? Oui, totalement. Ouais. D'abord, j'aurais peut-être été plus sous pression, moi. Il y a une différence. Alors, la France a ses avantages, oui. D'accord. Culturellement, nos enfants ont accès à beaucoup plus de choses. On leur apprend très vite l'autonomie. Ici, on n'apprend pas l'autonomie. Nos enfants sont extrêmement assistés. Les deux pays ont énormément de richesses à apporter à un enfant. Elle est totalement différente. Jusque moi, selon mon profil à moi, je suis contente de les avoir éduqués en Afrique. La collectivité, c'est une société qui éduque un enfant. Un village, Voilà, il y a un proverbe qui dit et c'est vrai. Et c'est vrai parce que moi, je vois autour de moi, même des gens qui ne sont pas de ma famille, ont contribué à faire grandir mes enfants et à les rendre aujourd'hui, à être ce qu'ils sont. Est-ce que tu comprends lorsque des personnes de la diaspora prennent comme objectif, comme but, de revenir pour éduquer les enfants? Ah oui, totalement. Oui. Totalement. Une personne de la diaspora, elle est née là, elle a grandi là. Elle a certaines valeurs. Elle part et puis elle a des enfants. Elle se rend compte finalement que le monde dans lequel évolue son enfant là-bas n'est pas forcément celui dans lequel elle a évolué. C'est pas tant ça, mais on en revient aux valeurs, à l'ancrage et à la transmission. On peut réussir une éducation à l'étranger quand on est de la diaspora si on rappelle constamment à nos enfants ses racines, d'où il vient et qui il est. Ouais. Je dis tout le temps à mes filles, et tout le monde se moquait de moi quand elles étaient plus jeunes, arrête de leur dire ça. Je dis non, en fait, j'arrêterai pas. Vous êtes des reines. Vous savez pourquoi vous êtes des reines? Vous êtes africaines, libanaises et françaises. Vous êtes des reines. Et en fait, quand on pose une couronne sur la tête d'un enfant, ok, elle est invisible, mais il se tient plus droit quand ils se sont rois ou reines. Donc, quand on est de la diaspora, quand on est à l'étranger, tu sais d'où tu viens, toi? Tu sais en Afrique qui tu es, tu sais qui est ta famille. Ça veut dire les racines sont fortes et l'enfant s'ancre de ses racines. Et ça peut être merveilleux. Après, je peux comprendre qu'on revienne, qu'on ait envie d'un ancrage différent, qu'on ait envie que l'enfant grandisse avec la famille, avec tout ce qu'on peut trouver ici. Oui, non, je comprends. Maintenant, toi, aujourd'hui, donc nos enfants, souvent, donc ils sont là, on les élève ici, avec les chances qu'on peut avoir ici en termes d'éducation, en termes de temps, en termes de qualité de vie. Et à un moment donné, on arrive à un moment donné où ils doivent partir. Ils doivent partir parce qu'ils doivent faire leurs études. Et quand ils font leurs études, on a un excellent tissu au niveau de l'éducation ici jusqu'au bac. Après, effectivement, encore quelques années après, c'est bon, mais souvent on les fait sortir du pays pour connaître autre chose. Est-ce que ce passage-là, comment est-ce qu'on le vit? Est-ce que c'est pas difficile pour quelqu'un qui a vécu ici de retourner dans un pays où là on te lâche et tout un peu le confort qu'on te donnait ici, tu le retrouves pas là-bas? Comment ça se passe cette transition-là, et pour les enfants et pour nous? Alors pour les enfants, d'abord, je pense que la météo est différente, c'est très compliqué, ils n'ont pas l'habitude.
c'est bête, il fait nuit très tôt Ouais. en hiver. C'est quelque chose de nouveau l'hiver. Ils vont devoir s'adapter avec la solitude, l'autonomie. Il n'y a pas du personnel de maison, c'est pas facile, l'accès n'est pas facile. C'est des nouvelles choses qu'ils doivent apprivoiser. Il y a parfois aussi une très forte pression de réussir. Ça, c'est pas évident. Je pense qu'au contraire, il faut leur dire voilà, donc tu es forte de tout ça, de tout ce que tu as pu apprendre ici. Maintenant, je t'ai assez éduqué. Tu as en toi les ressources pour y arriver. Ok, la solitude, mais en général, bon, maintenant on a la chance. Nous, à l'époque, on étudiait, on n'avait pas FaceTime. C'est clair. Voilà, on peut se parler. L'autonomie, c'est un apprentissage magnifique. Je pense même que la première année d'études, quand un enfant la rate, c'est pas très grave. Ouais. Il ne la rate pas vraiment sur le plan scolaire. Il a grandi, il a appris énormément de choses. C'est adapté. Et vous verrez même que quand ils reviennent après une année, ils sont différents. Le rapport même aux parents est différent. Ils vont rester beaucoup plus collés, ils ont envie, voilà, ça les soulage. Il faut juste leur donner confiance en eux et leur dire tu vas y arriver. Ouais. Voilà. Donc l'ancrage, en fait, ils partent avec un ancrage. On leur a donné tout cet ancrage-là. Qui est une force. Qui est une force. Mais ça va justement, le fait d'être moins, plus chouchouté, plus couvert, Voilà. etc. Ça va pas être forcément une faiblesse pour eux quand ils sont Non, et surtout leur rappeler, et ça c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment souvent, c'est leur rappeler qu'ils ont le droit de dire non. Ça veut dire, ok, t'es là-bas maintenant, je te surveille plus. Je peux pas contrôler tes sorties, tes vas, tes viens, ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu fumes. Enfin, on va être cru, hein, parce que Ben oui. voilà. Rappelle-toi juste avant de dire oui. Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs? Est-ce que c'est ok? Ne dis pas oui juste pour faire plaisir à des amis de fac, des amis d'école. Ça peut être tentant, ok? Bien sûr. Et puis surtout les rassurer en leur disant, quel que soit ce que tu fais, je suis là. Je suis le backup finalement. Je suis le coussin. Je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est quelque chose qu'on ne dit pas facilement en Afrique. Je t'aime. Il n'y a pas de condition finalement à cet amour-là. Quoi que tu fasses, ne mens pas. Oui. Dis-moi la Dis les vérité, on assumera. Ouais. Voilà. Je pense que ça, c'est bien important. de le dire. C'est bien qu'ils l'entendent. Après, pour le parent ici, c'est différent. Il est plus inquiet. Oui, c'est nouveau, Ouais. c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, c'est un On nouveau n'est pas chapitre. préparé. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et ensuite, ces enfants-là, est-ce que, donc, comme nous, comme les personnes aussi qui sont nées ici, qui sont parties, donc ils vont vivre une autre vie, ils vont connaître de nouvelles choses, Ils vont se transformer. ils vont se transformer, ils vont Exactement. apprécier des choses aussi là-bas Exactement. qu'ils n'ont pas ici, parce que clairement, il y a des choses qu'on a à l'étranger qu'on n'a pas forcément ici. Est-ce que toi, dans leur éducation, est-ce que tu es, ou alors même dans eux, ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils sont dans une dynamique de se dire, on va rentrer, ou une dynamique de se dire, bon, moi, je suis très bien là-bas, quand j'y vais, je reste. Ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous discutez, ou alors c'est quelque chose, tu te dis, bon, chacun fera... On en parle. Alors moi, j'ai 2 profils, en tout cas chez moi, sur les 3. Je pense que c'est trop tôt. Cet appel-là, ils peuvent pas l'avoir. Ça veut dire, j'en parle avec eux. Ça va dépendre des études qu'ils vont faire. Ça va dépendre aussi des personnes qu'ils vont rencontrer. Bien sûr. Si elles tombent amoureuses, je sais pas, je dis ça. Chinois, ou si lui tombe amoureux. On ne peut pas impacter à ce point sur. Mais oui, on en parle beaucoup. Alors elle me dit, ma grande me dit, je reviendrai en Afrique. Mon fils me dit, je sais pas encore. Enfin. C'est vraiment, en tout cas, j'espère que si ça doit se faire, ils seront prêts à revenir. Prêts dans tout ce que ça peut aussi, attention, comporter de sacrifices. Oui. Parce que quand on est habitué à vivre en Europe, il y a cette liberté, il n'y a pas cette pression sociale, on le sait toutes les deux pour l'avoir vécu, que revenir, c'est pas tout le temps facile. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas tout le temps facile. C'est vraiment, comme tu dis, des concessions et des sacrifices qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui t'appelle pour revenir, mais tu sais aussi à quoi tu vas te Il y aura un décalage à un moment. On revient pas et on retrouve sa place comme on l'a laissé. C'est utopique de le penser. Ouais. On a changé, on a évolué.
Et le pays aussi a changé, il a évolué. Ça va pas aller aussi vite qu'on pense de revenir. Exactement. Faut se réadapter. Ouais. Donc, ouais. Donc ça, tout ça, c'est à prendre en compte. C'est des composantes à prendre en compte, oui, totalement. Pour revenir sur toi, Dalia. Donc tu viens, audit, ensuite tu fais coach. Et de coach, tu te dis, j'en ai pas assez. Je travaille pas tout de suite. Tu travailles pas tout de suite. Je travaille pas tout de suite. Ouais. Je le fais vraiment de manière informelle. J'étais vraiment dédiée à mes enfants très longtemps. Mais je faisais des formations. Je partais souvent. Je partais beaucoup. 3-4 jours, je me formais, je revenais, je passais mes examens. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas travaillé. En tout cas, je me suis beaucoup exercée finalement. J'avais de la demande, mais j'ai pas ouvert tout de suite. Mais en fait, donc tu l'as fait vraiment pas dans une idée de forcément de professionnaliser. Tu l'as fait vraiment dans ton idée de te dire, moi, je fais ça pour mes enfants. Je me forme au mieux pour mes enfants et ensuite on verra, adviendra ce qu'il adviendra. Après, j'ai beaucoup travaillé en parallèle avec des associations, beaucoup de sociales, où j'ai mis justement ces outils-là ici, ouais, à disposition de beaucoup d'assos, de beaucoup, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Voilà, on a de sensibiliser, on travaille avec d'autres femmes. On a beaucoup travaillé, on continue à travailler sur des sujets moins agréables, sur des viols, sur des abus, voilà, tout ça finalement a fait que j'avais besoin d'un espace. Et en termes de population, ta clientèle, oui. Est-ce que c'est une clientèle qui est spécifiquement, comment dire, que tu as toutes les couches dans le sens, tu fais des associations, donc ça c'est bien, c'est-à-dire que tu vas dans les couches sociales qui sont un peu plus, un peu, voilà, qui sont, voilà. Donc du coup, qui viendraient pas spontanément vers moi, parce qu'ils connaissent pas. Ils connaissent pas, ils savent pas. Ils savent pas. Donc tu aides aussi ça, donc ce qui est bien. Tu as aussi des familles qui sont beaucoup plus, qui ont l'habitude justement, qui connaissent en tout cas cette approche-là et que tu accompagnes. Quel est le point commun entre ces deux-là? Ce qui est magnifique, alors, ce qui est intéressant, c'est que au Sénégal, donc je ne suis pas psy, et très longtemps c'était tu es psy, non. D'accord? Donc il y avait un amalgame. Si on se fait accompagner, on est fou, on a un problème, en fait. Et puis je suis contente, ça s'est démocratisé, parce que les gens se sont rendus compte finalement que un coach, un thérapeute qui accompagne, eh ben il va nous aider, il va finalement alléger. Par exemple, moi, quand une maman vient avec son enfant, je veux d'abord recevoir les parents, parce que j'aimerais d'abord donner les outils aux parents, comprendre, parce qu'en général, quand il y a un problème avec l'enfant, ça vient pas de l'enfant, ça vient pas tout le temps de l'enfant. Donc voilà, et le point commun, en fait, c'est j'ai envie de dire que dans les associations et le social, c'est les adultes qui entourent ces jeunes-là, qui ont conscience qu'il y a un besoin de les accompagner, et les parents qui prennent conscience qu'un enfant a un besoin. Mais c'est très dur pour certaines personnes de sauter le pas. Oui. C'est très très dur au Sénégal. Ça s'est longtemps fait en cachette. Pour certaines mamans qui venaient me voir, je ne veux pas que ça se sache. Ça a longtemps été très compliqué. Oui, parce que tu dois éduquer aussi culturellement à te faire aider pour éduquer tes enfants. Exactement. Alors que tu veux croire, en tout cas, ils pourraient dire, c'est inné, tu dois pouvoir le faire, t'es assez grand. Voilà, mais tout le monde a besoin d'être accompagné. Bien sûr. Donc, voilà. Ouais. Et donc, du coup, tu fais ça, tu démocratises. Je commence finalement à avoir pas mal de demandes. Je reçois d'abord chez moi, j'ai un espace que j'aménage. Et puis, à force de recevoir des enfants, je me rends compte, parce que la question, je pense, c'est comment est né Mikado. Mais oui. Voilà. Je me rends compte, en fait, que, on a des enfants qui se perdent parce qu'ils n'ont pas d'espace. Ouais. Et ça a un impact. Le fait de ne pas avoir d'espace pour s'amuser. Au-delà de s'amuser, de développer, de créer, c'est un sas de décompression. À la base, dans ma tête, Mikado est né comme un espace familial. C'était même pas kids friendly, c'était family friendly. Je suis une maman aujourd'hui, je vais aller faire du sport.
Je laisse où mon enfant? Ah non, mais j'ai pas envie de le laisser avec la nounou à la maison devant la télé. Exactement. Et je me suis dit, mais s'il y avait un espace où une maman pouvait faire du sport, où une pouvait venir travailler sur son ordi, mais que son enfant était à côté d'elle ou autour d'elle en toute sécurité, mais vraiment en toute sécurité, on en reviendra, c'était la base, parce que il y a des tabous à Dakar, on peut pas les, c'est-à-dire, moi, j'avais toujours très peur quand je la laissais quelque part, c'était une petite fille, c'est qui va la surveiller? Alors, dans ma tête, c'est, est-ce que la personne qui surveille, ils ont vérifié le casier judiciaire? Est-ce que, enfin, voilà. Et donc, je suis allée au bout de ça. Fallait que tout soit, les cas soient cochés pour voilà. pouvoir mettre ton enfant et en Mikado a sécurité. commencé à germer, dans ma tête comme ça. Et t'as pas froid aux yeux parce que du coup, donc, tu t'occupes de tes enfants, qui a un travail à temps plein. Tu te formes et en même temps, tu aides d'autres familles à éduquer aussi leurs enfants. Et puis à un moment donné, tu te dis, je vais faire parce que c'est de l'entrepreneuriat aussi. Ah oui, c'était un pari fou, ça veut dire, je vais voir mon mari et puis je lui dis, écoute, je veux faire un centre aéré éducatif. Il me regarde, il fait, écoute, qu'est-ce que tu veux pas construire un immeuble pépère? Et puis je lui dis, non, non, il n'y a pas d'humain dans ça. Moi, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de sentir que j'ai apporté ma pierre à l'édifice, que j'ai fait quelque chose, que je suis pas juste la mère d'eux, la femme d'eux, la fille d'eux. J'ai envie de laisser une petite trace quelque part, que voilà. Oui. Moi, quand j'étais petite, j'allais jouer à la cathédrale, Oui. en ville. Il y avait rien. Il y avait rien. On jouait au football, on jouait. Voilà, ça m'a marqué la cathédrale. Ben voilà, ben j'aimerais que Mikado ait marqué des générations d'enfants, un espace où ils ont pu jouer, ils se sont sentis en sécurité, où on a pu me confier des enfants, pas juste nous les confier, mais nous les confier, on en est responsable, mais aussi on les écoute, on accompagne. Nous, on a des parents qui viennent, je les reçois pas en séance, mais ils savent que je suis là. Donc, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser une ou deux questions? Oui, bien sûr, c'est ce contact-là que je voulais. Et aujourd'hui, est-ce que tu es fière de ce que tu as créé, de Mikado? Est-ce que ça répond, toi, à tes besoins intérieurs, à ce que tu voulais faire? Fière, je sais pas. Quand même, Dalia. Je me lève le matin, honnêtement, je bénis la vie. Ça veut dire, je me dis, je suis à ma place. Alors, si ça veut dire que c'est être fière, oui, je suis à ma place. Je travaille avec mon équipe que j'adore. Mikado, je l'ai pas faite seule. Attention. J'ai une équipe derrière qui est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, ils rigolent, ils nous disent, quand vous nous parlez, on dirait que vous parlez à vos enfants. Oui, c'est ma famille. Aujourd'hui, c'est vraiment ma famille et, oui, je suis à ma place. Tu es à ta place. Tu es alignée. Je suis alignée avec ce que je voulais. Avec ce que tu voulais faire. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as un espace qui est quand même un espace qui est connu à Dakar, où on peut laisser nos enfants, on peut faire les anniversaires, et pas faire ça à la maison et nettoyer après. On peut faire plein de choses, voilà. oui. On peut faire plein de choses. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux dire que tu as eu un impact? Ton retour a eu un impact? J'espère. Là, il y a plein de centres qui s'ouvrent maintenant. Oui. Donc, et je suis super contente. Je disais la dernière fois, quelqu'un m'a dit, oui, t'as vu, ils ont ouvert là. J'ai dit oui, mais j'ai dit, mais vous avez pas compris. C'est le but. Quand on fait ça, on le fait pas pour gagner de l'argent. Je serais restée dans mes cabinets, j'aurais eu mon salaire à la fin du mois. Moi, je suis une grande enfant finalement. Donc, quand quelqu'un ouvre, je suis curieuse. J'espère qu'ils vont apporter des nouveaux jeux. Ouais. J'espère qu'il y a des nouvelles choses. J'espère que voilà. Alors, si j'ai pu impacter pour que les personnes prennent conscience que grandir, on grandit par le jeu, on grandit par l'exploration. On grandit par la connexion d'autres enfants. Alors oui, je suis super contente d'avoir impacté. Et cet impact, j'en suis encore plus heureuse qu'il ait été fait là. Ouais. C'était très important pour moi que ce soit fait. Ça n'aurait pas eu de sens ailleurs. Est-ce que tu penses que tu aurais eu un impact tel ailleurs? Non. Ouais. Non. Pourquoi non? D'abord parce que les équipes avec qui je travaille, donc par exemple mes animateurs ou mes collaborateurs, c'est une passion. C'est pas juste un salaire à la fin du mois. C'est très épuisant de travailler avec des enfants quotidiens. Nous, on nous amène des enfants particuliers. Tu sais qu'à Dakar, il n'y a pas forcément d'espace où, par exemple, un autiste qui grandit
voilà. Et puis parfois ils peuvent être violents, parfois faut pas le bruit, parfois. Mes équipes sont formées à ça. Donc nous, parfois, on reçoit ce genre d'enfants. On passe des heures. C'est pas le 12 000 ou le 20 000 que la maman a payé pour la journée. Je veux dire, c'est pas ce coût-là. On le fait pas pour ça. On le fait parce que ça nous passionne vraiment d'avoir un impact sur cet enfant particulier, par exemple. Et tu formes, du coup, quand tu dis tu formes ton équipe? Ah oui. C'est toi qui formes? Oui. Tous mes animateurs. Donc après, on travaille avec des services. Ouais. Il y avait pas beaucoup d'écoles de formation. J'ai beaucoup recruté à travers des services de scoutisme ou d'autres. Il y a un réseau. Mais après, il y a une formation en plus qui se rajoute, qui est différente de celle donnée ici. Oui. On forme à beaucoup de choses. On forme, par exemple, à dire à un animateur, alors la première fois, ils étaient choqués, c'est quelque chose dont on ne parle pas. En Afrique, je ne sais même pas si je peux dire ce mot-là, mais au tabou de la sexualité. Aujourd'hui, on entend parler de tous les scandales qu'il y a dans le monde et qu'il y a ici aussi. Ça, c'est hyper carré chez nous, par exemple. Quelque chose de basique, un animateur ne peut pas rester en zone seule avec des enfants. Ils doivent toujours être en binôme, de genres différents. Il faut qu'il y ait H24, pardon d'utiliser ces mots, mais c'est la base pour que qu'on comprenne finalement la sécurité et la responsabilité qu'on a. Une dame pipi devant les toilettes, les toilettes vont être séparées. Les tout petits ne partagent pas ceux des ados, qui ne partagent pas ceux des adultes. Enfin voilà. Ouais. Donc vraiment, c'est tout. Mikado, c'est pas qu'un centre aéré. Ah non, pas du tout. Mikado, c'est toute une équipe, 32 Ouais. caméras H24 qui tournent. À me dire, mon enfant s'est blessé, ok, je vais aller vérifier comment il s'est blessé, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est pas juste un centre aéré. C'est beaucoup de choses. Dalia, tu as toutes ces casquettes-là. Ouais. Ça a l'air d'être... En tout cas, tu es épanouie. Même quand on parle, tu vois, tu as les yeux qui brillent. Tu sens que c'est vraiment quelque chose qui vient d'être. Ouais. Dis-nous, c'est quoi quels ont été les défis, vraiment les choses qui sont difficiles au Sénégal? J'en ai encore. Hein. En tant que chef d'entreprise, c'est pas évident. D'abord parce que financièrement, ça n'a pas toujours été facile. La dernière fois, je disais, en fait, je suis plus thérapeute, je suis jongleuse financière. Façon de parler. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, tout le monde est confronté à ça. Surtout en ce moment, on va pas se mentir. J'étais jeune, hein, j'ai ouvert Mikado, j'avais à peine 40 ans. Les banques suivent pas forcément. Il faut aller chercher les fonds. On a porté ce projet. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Mes premières caisses, j'ai souri. Tu parlais de fierté, elle était là, ma fierté. C'est pas l'argent, hein. C'est les gens ont adhéré. Les gens ont adhéré, ils comprennent, ils nous font confiance, ils peuvent me confier leur enfant. Et puis les défis, c'est ça. Et puis les défis aussi, parfois t'as des parents qui sont réfractaires, t'as des parents qui arrivent avec toute la pression de leur travail, tout le stress pour une femme ou pour un homme du couple, et puis qui arrivent, oui, je vous confie mon enfant, mais nanana. Et puis, non, mais je peux être aussi ce parent-là. Bien sûr. On est tous ce parent-là à un moment. C'est important. Et de leur dire, OK, c'est OK. Et de garder son self-control et de dire, OK. C'est OK. Je vais vous montrer qu'ici, il n'y a pas de problème. Oui, bon, il a des allergies. C'est OK, on va gérer le goûter en fonction. OK. Donc, c'est vraiment pouvoir... Il y a le défi aussi, oui, de décharger le parent, de lui dire, vous pouvez nous faire confiance et... on sera à la hauteur de votre enfant. Ils nous confient leur plus grande richesse. Oui. C'est leurs enfants. Et voilà, le défi, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Les ressources humaines aussi. Je te titille un peu parce que faut dire les choses aussi. Les ressources humaines, oui. Surtout quand on met beaucoup de cœur comme moi, ça veut dire que je m'attache. Je m'attache énormément aux personnes avec qui je travaille. Je ne suis pas quelqu'un de facile. C'est bien de le dire. Ah non, je le reconnais. Ça veut dire quand ils arrivent en entretien, donc ma responsable fait les premiers entretiens. Après, j'ai besoin de voir, de sentir. J'en embauche pas comme ça. Et je leur dis, je suis pas quelqu'un de facile. Mais je suis pas quelqu'un de facile avec mes enfants aussi. Ça veut dire la barre, elle est très très haute. Elle est d'autant plus haute qu'on nous confie
leurs enfants. Il y a des choses avec lesquelles je ne m'amuserai pas. Ouais. Ça, c'est la ligne rouge. Donc oui, en termes de ressources humaines, j'ai beaucoup été critiquée. J'ai dû blesser pas mal de personnes dans la manière dont je travaille. Je m'en excuse si elles m'écoutent, c'était pas volontaire. C'est parce que la pression d'avoir la responsabilité des enfants des autres est telle qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur. J'ai été blessée aussi parce que j'ai travaillé avec des personnes exceptionnelles que j'ai pas su garder parce que j'ai été très dure, faut le reconnaître. Ça aussi, c'est un défi dans l'entrepreneuriat au Sénégal. C'est bien parce que dans ce que j'entends, c'est que tu me parles des défis de ressources humaines, mais tu t'es aussi, toi, remise en question en tant que défi de toi-même en tant que, toujours, personne. Toujours. Tu n'as pas seulement dit ce sont les autres les problèmes. Ah non, Ouais. toujours. Ça veut dire quand j'ai... par exemple, j'aime pas le mot employé. D'accord. Chez moi, même une personne qui travaille à la technique est un collaborateur. Il apporte sa pierre à l'édifice de Mikado. Donc, ils le savent, hein, ils le ressentent. Ça veut dire... et quand ils viennent me voir, mon bureau est toujours ouvert, on parle, on discute. Et c'est important, finalement, de savoir... La question que je leur pose tout le temps, donc parce qu'on fait des réunions pour voir comment on évolue, c'est est-ce que j'ai été un frein, moi, à une chose que vous avez voulu développer à Mikado ce mois? Est-ce que j'ai freiné quelque chose dans mon comportement, dans ma manière d'être Et on en parle, on échange. J'ai souvent été un frein. Par exemple, une fois, quelqu'un m'a dit « Quand vous êtes là, j'arrive plus. » Ah, ok. Donc, tu veux plus que je sois là? Non, j'aime quand vous êtes là, mais quand vous êtes là, j'arrive plus. En fait, je me suis rendu compte que je mettais la barre tellement haute, la pression était tellement forte que parfois c'était compliqué. Ouais. Et donc à ce moment-là, on a réadapté. C'est très important quand on entreprend de se remettre en question. Ouais. Enfin, c'est très important tout court. Oui, tout court. Ça veut dire même dans son rapport avec ses enfants. Un parent qui se remet pas en question, il va le payer dans quelques années. Ouais. Ouais. Donc tu te remets en question, tu te réadaptes. Exactement. Aussi. Et ça permet aussi peut-être... Est-ce que tu arrives à fidéliser tes collaborateurs? Oui. Du coup, c'est aussi pour ça. Oui. Tu vois, parce que moi, j'y vais de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a des gens que je connais, enfin que je vois depuis des années. Oui. Donc malgré tout. Après, on embauche pas mal d'étudiants. Donc parfois, quand sur le terrain, il y a des personnes que vous ne voyez plus, c'est parce que ils ont eu leur master ou ils ont eu et qu'ils peuvent plus aujourd'hui. Qui continuent. Voilà. Donc, on parle aussi de l'inclusion. Oui. Ça veut dire, nous, on a une animatrice, par exemple, qui est sourde et muette. Et donc, c'était magnifique de voir comment elle pouvait interférer avec les enfants. Donc, en plus, elle est passionnée parce qu'elle crée. Comment elle va transmettre à un enfant la création, finalement. Comment elle va lui expliquer ce qu'il doit faire dans le workshop. Eh bien, elle arrive merveilleusement bien et les enfants l'adorent. Ouais, donc, oui, voilà. Enfin, tout ça, c'est des défis. Bien sûr, c'est des défis. Voilà, en parlant de défis. Toi, quel conseil tu donnerais à une personne qui veut revenir? De s'écouter. Ouais. De pas comparer. La comparaison tue. Oui, c'était mieux là-bas parce que je sortais de travail, je pouvais aller au cinéma, voilà. Je dirais de surtout pas comparer. Au contraire, de se dire, OK, là-bas, il y avait ça. Ici, il y a ça. Je vais en faire une richesse. De s'écouter, d'observer, de pas être pressé. Parce que les choses peuvent prendre du temps, ici, parfois, à se mettre en place. D'avoir beaucoup d'humilité. De pas venir avec des gros sabots. Moi, j'ai étudié, donc moi, je sais mieux. Je sais mieux. Non, pas du tout, en fait. On se prend de ses claques et on apprend énormément sur le terrain. J'ai envie de dire, beaucoup d'humilité, d'écoute. Patience. Patience, résilience. Exactement. C'est mon mot préféré à chaque fois. Est-ce que tout le monde est fait pour le retour? Non. Il y a des personnes qui sont faites pour rester à l'étranger, qui apportent même plus parfois au pays en restant à l'étranger. Il y a par exemple, on a des écrivains magnifiques qui ont percé à l'étranger, qui n'auraient jamais pu écrire leurs livres ici.
Non, je pense que tout le monde n'est pas fait pour revenir. Tout le monde n'est pas fait pour revenir. Quelle est l'audace sur laquelle tu es le plus fier, sur laquelle tu es vraiment tu te dis j'ai bien fait d'avoir osé de faire ça. Mikado. C'est clair. Mikado, avec tout ce que ça a pu, engendrer, hein, parce que ça n'a pas toujours été facile, on va être honnête, je le referai 100 fois. Ah oui. Ça fait combien d'années maintenant, Mikado? 6 ans. 6 Alors, ans. j'avais loué la villa pendant le Covid. En fait, je la prends et puis il y a le Covid. Ah ouais. Et donc, je peux pas ouvrir. J'en profite pour former pendant 1 an mes équipes. D'accord. Voilà. Donc, ouais, Mikado. Non, c'est magnifique parce que tu te dis, en fait, ton histoire, elle est vraiment basée sur toi, ce que tu ressens. C'est-à-dire que tu as fait les choses vraiment par rapport au feeling. Tu es rentré parce que tu l'as senti. Tu as senti qu'avec les enfants, tu pouvais apporter plus, donc tu l'as fait. Tu as senti pour Mikado, donc tu l'as fait. Donc toi, ton chemin, en fait, Mon fil conducteur, c'est mon intuition. c'est ton intuition. Ah oui. Ouais, c'est comme ça que tu fonctionnes. Oui. Et ça, c'est ce que tu conseillerais aussi aux Ça personnes. ne trompe jamais. Ouais. Et d'ailleurs, moi qui accompagne beaucoup de familles, c'est vraiment quelque chose que je veux dire aux parents. Vous n'avez pas forcément besoin tout le temps d'aller prendre les informations, de les prendre. Mais votre instinct en tant que parent vous dit vrai. Il ne vous trompe pas. Mieux que vous, c'est ce que je dis d'ailleurs à la première séance à chaque fois, mieux que vous, personne ne sait. Les thérapies qui durent des années, oui, quand il y a des problèmes profonds, bien sûr, hein, elles aident. Ouais. Quand ça relève de la psychologie, de la psychanalyse, bien sûr. Mais en tant que parent, on peut très vite déclencher quelque chose chez son enfant. On sait. On a besoin d'être aidé, même moi, hein, Oui. mais on sait. On sait les choses. Oui, on sait, on sent. Quel serait ton mot de la fin, Dalia? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Ouais. à nos chers téléspectateurs? Alors, je vais Les faire personnes de la diaspora. Je vais faire ce que je fais de mieux. Moi, je parle beaucoup aux enfants, finalement. Je parle beaucoup plus aux enfants qu'aux adultes. Alors, c'est peut-être donner un mot aux adultes, du coup. D'abord, aux personnes de la diaspora, quand vous revenez, c'est pas que votre histoire que vous réécrivez ici. C'est celle de vos enfants. Donc, soyez à l'écoute. Soyez attentifs. On est souvent pris sur nos téléphones, voilà, donc on passe parfois à côté de certaines choses. Écoutons-les. C'est leur histoire qu'ils écrivent, on les aide à l'écrire, écoutons-les. Et j'ai envie de dire aussi aux parents, en règle générale, nous avons un pouvoir actuellement. Nous éduquons les adultes de demain. Ne faites pas des adultes parfaits. Ça n'existe pas. Faites des enfants qui comprennent le sens de chaque action que vous leur demandez de faire, parce que ça fera d'eux des humains merveilleux. Voilà, ce serait mon mot de la fin. En tout cas, c'est une magnifique conclusion. Merci. Merci, Dalia, pour Merci, Mathilde. ta sincérité, Merci. ton authenticité, ta générosité, et nous permettre de mettre nos enfants dans un endroit safe et de nous permettre de sortir et de faire ce qu'on veut. Parce que ça, c'est très important, surtout à Dakar. Et en tout cas, plein de bonnes choses pour Mikado, pour tes enfants. Inch'Allah. Et C'est pour tous les enfants. on se dit à très bientôt. Merci, Mathilde. Merci à toi. Merci. C'était votre podcast Histoire d'audace avec Dalia, qui nous a partagé sans détour, avec sincérité et authenticité, son histoire du retour, l'impact qu'elle apporte ici au Sénégal, ainsi que l'importance de suivre son instinct. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant, en likant et en partageant pour pouvoir ramener ce podcast à un autre niveau. Merci beaucoup et à très bientôt.